Bienvenue dans cette deuxième partie de notre voyage à travers la grande Tenochtitlan, la capitale mexica, qui n'est pas précisément aztèque. Comment ça, aztèque n'est pas le terme exact? Non, et on en a déjà parlé dans la première partie de cette série. Sans plus attendre, commençons. Tout d'abord, un point très important. Il faut reconnaître qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens voient le monde avec une vision très eurocentrée, avec cette idée arrogante que tout tourne autour de l'Europe. C'est précisément de là que vient cette narrative selon laquelle l'Europe a découvert l'Amérique. Comme si, avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, il n'existait pas ici de civilisation avec une pensée abstraite, une esthétique, une philosophie, des cosmovisions, une science, des institutions, des façons de comprendre le monde, etc. Complètement faux! Si vous avez vu la première vidéo, vous savez que j'ai abordé certains points à ce sujet. Mais aujourd'hui, on va voir des cas plus spécifiques et détaillés. Dans la ville mexica de México-Tenochtitlan, tous les enfants allaient à l'école, qu'ils soient garçons ou filles, et quelle que soit leur classe sociale. C'était obligatoire. C'est quelque chose de très différent de ce qui se passait en Europe à la même époque. Dès l'âge de 7 ans et jusqu'à l'adolescence, les jeunes mexicas suivaient des cours dispensés par les tlamatinimés, les maîtres. Certains poursuivaient jusqu'à 20 ans s'ils se préparaient pour la guerre. Il existait deux types d'écoles, le Telpochcali et le Calmecac. Les Telpochcali étaient les centres où se rendait la majorité de la population. On y enseignait les arts martiaux et de guerre, divers métiers, la religion de base, ainsi que la discipline et les valeurs communautaires. Chaque Calpulli, quartier, avait son propre Telpochcali. Le Calmecac était l'école réservée aux classes dirigeantes et aux élèves les plus brillants des Telpochcali. En plus des matières mentionnées, on y enseignait l'astronomie, une religion plus approfondie, la lecture et l'écriture des codex, l'art du gouvernement et de l'administration, ainsi que la philosophie, la rhétorique et la poésie. Le Calmecac se trouvait au centre de Tenochtitlan, et c'est justement cette construction que je montre maintenant. Et tous les autres bâtiments autour alors? J'en parle dans la première vidéo. Maintenant, je pense qu'il est temps d'aller faire un tour dans le centre de la ville, là où se trouvaient les bâtiments les plus importants de Tenochtitlan. Les filles également étaient éduquées. Et oui, à l'époque, il y avait déjà cette notion de tâches propres à leur genre. Elles recevaient une éducation qui était liée au foyer, à la cuisine, au textile et à la médecine. Mais les filles mexicas pouvaient aussi être formées pour devenir prêtresses, destinées à s'occuper des temples dédiés aux déesses, aux figures féminines. Et il y en avait plusieurs d'ailleurs. Au Calmecac, on formait également les futurs responsables de la médecine mexica appelée Tizitl. On leur enseignait le catalogue des plantes médicinales, mais aussi la gestion des sutures, des blessures, le drainage des abcès, les techniques pour les fractures et les luxations, ainsi que les amputations et les trépanations crâniennes, parmi d'autres pratiques. Un autre point de comparaison entre l'ancien monde civilisé qui a découvert ces terres et le monde primitif qui a été découvert, c'est l'hygiène. Toutes les sources existantes montrent que, comparé à l'Europe, Tenochtitlan était une ville extrêmement propre. Et Paris, par exemple, comment se situait-il en matière d'hygiène à la même époque? Vous connaissez probablement le musée du Quai Branly à Paris. Certains d'entre vous l'ont peut-être visité. Eh bien, il y a quelques mois, j'ai discuté avec le responsable des collections américaines de ce musée, l'archéologue Steve Bourget, et à un moment donné, on a abordé ce préjugé absurde selon lequel l'Europe aurait civilisé l'Amérique. Et voici ce qu'il m'a répondu. La ciudad de Tenochtitlan, si tú llegas a este 15 de mayo de 1512, es una ciudad limpia. Cada día se limpia la ciudad. Tú puedes caminar sin zapatos, pueden caminar por todos lados. Tú entras en París, no voy a decir la piel, hay miércoles por todo lado, hay cosas muy sucias, no limpian nada. Clair, précis, concis. L'hygiène en Europe à cette époque était tout le contraire. Tenochtitlan disposait de latrines publiques et était régulièrement nettoyé par un service de propreté dédié à cette tâche. Le pipi et le caca étaient transportés par des canoës vers les terres agricoles en périphérie de la ville et vers les îles artificielles pour être utilisés comme des engrais. Des îles artificielles? Mais Sèvres, de quoi tu parles? Oui, des centaines et des centaines d'îles artificielles. Mais pour comprendre de quoi je parle, je vous invite à regarder la première partie de la vidéo qui a une ambiance plus ou moins comme celle-ci.
L'hygiène de la ville était proportionnelle à celle de ses habitants. Il était courant dans toutes les classes sociales de prendre des bains de vapeur qui s'appellent temazcal. Les Espagnols qui arrivaient, ils étaient imprégnés de l'idée médiévale européenne selon laquelle l'eau transmettait des maladies. Et ils étaient stupéfaits de voir que la société de ces terres, pas seulement les Mexicas, se baignait presque tous les jours et qu'il y avait tant de bains dans la ville. Il faut dire que l'Europe n'a surmonté sa peur de l'eau que près de 300 ans après le premier contact entre les Espagnols et les Mexicas. D'ailleurs, concernant cette relation de précaution excessive vis-à-vis de l'eau dans l'Europe ancienne, vous pouvez en avoir une idée avec la vidéo que j'ai faite sur l'hygiène au Palais de Versailles. Les liens de toutes les vidéos que j'ai mentionnées seront dans la boîte de description. Por lo que muchas personas hacían sus necesidades en esquinitas. Concernant l'hygiène dentaire, il existe aussi des témoignages. Les Mexicas avaient l'habitude de frotter leurs dents avec des cendres ou du sel après les repas pour les nettoyer. Et ils mâchaient aussi du chewing-gum naturel pour rafraîchir leur haleine. Les Mexicas connaissaient les cycles de nombreux astres. Le soleil était appelé Tonatiuh, la lune Mestli, la planète Vénus Tlahuizcalpantecutli, l'amas stellaire des Pléiades Tianquistli, les étoiles en général Citlali, la voie lactée Mixcoatl au Citlalcoatl. Et comment mesurait-il ? Comme beaucoup de cultures anciennes avancées, beaucoup d'observations, de nombreuses annotations dans des codex spécifiques, la transmission générationnelle de ces savoirs qui se perfectionnaient évidemment, l'usage d'outils comme des marqueurs solaires, une grande abstraction mathématique pour systématiser ce qu'ils mesuraient, entre autres. Comment? Ce ne sont pas les extraterrestres qui ont fait cela? Non, c'était pas des aliens. Et je tiens à ajouter que le centre cérémoniel de Tenochtitlan lui-même était un outil physique pour mesurer le temps, en particulier ce bâtiment-ci. Allez voir la première vidéo pour satisfaire votre curiosité. Leur cosmovision voyait un univers cyclique composé de 5 soleils ou ères. Selon leurs calculs, nous sommes actuellement dans le 5e soleil, le dernier qui se terminera par des cataclysmes et des tremblements de terre. Au XVIe siècle, le calendrier mexica était plus précis que celui des Européens, qui utilisaient à l'époque le calendrier julien. Le nouveau calendrier grégorien a corrigé le décalage du julien, mais ça s'est produit plusieurs décennies après la chute de Tenochtitlan. Les Mexicas n'avaient pas un seul calendrier, mais deux, le Tonalpohualli et le Xihuilpohualli. Le Tonalpohualli, le compte des destins ou compte des jours, est le calendrier rituel de 260 jours, divisé en 20 périodes de 13 jours chacune, associées à des dates et célébrations spécifiques. Ce calendrier déterminait par exemple le nom que les personnes recevaient à la naissance, les dates de guerre ou des célébrations religieuses. Le Xiuhpohualli compte des années et le calendrier solaire de 365 jours divisé en 18 mois de 20 jours chacun, soit 360 jours, plus 5 jours appelés Nemontemi, qui sont considérés comme inutiles ou néfastes. Ce calendrier serait plus proche que celui que nous utilisons actuellement. Et les Mexicas l'utilisaient pour mesurer les saisons de l'année, les dates de semailles, ainsi que comme outil scientifique, car il leur servait à marquer le mouvement des astres. Mais il arrivait un moment où les deux calendriers s'ajustaient. Tous les 52 ans, le Tonalpohualli et le Xiuhpohualli se synchronisaient, marquant un Xiumolpili, un attachement d'années. On pourrait dire que c'était une sorte de siècle mexica. La pierre du calendrier, cette grande pièce monumentale, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui orne le musée d'anthropologie, reflète ces trois calendriers. Beaucoup de gens croient à tort, et j'en faisais partie, que c'est l'un des calendriers mexicas, mais non. C'est plutôt un monument symbolique du temps et du soleil, qui certes contient des représentations des trois calendriers que je vous ai mentionnés, mais c'est pas à proprement parler un calendrier. Et que se passait-il lorsqu'on arrivait à Xiumolpili, l'attachement des années? Comme toute civilisation, les Mexicas commémoraient leurs dates importantes. Par exemple, quand cette date arrivait, Tenochtitlan devenait une toute autre ville. Voici ce qui se passait. À la fin de chaque cycle de 52 ans, la ville se débarrassait des images des dieux, qu'elles se trouvent dans les temples ou dans les maisons, mais aussi de tous les ustensiles domestiques et tous les feux, qu'ils soient domestiques ou sacrés, étaient éteints. Tout ce qui était sacré et profane devait être renouvelé, toute activité cessait et il y avait un jeûne. La ville devait être immobile, plongée dans l'obscurité à la tombée de la nuit.
Tous les feux devaient être éteints. À la nuit tombée, les prêtres, les Tlamatcasqués, quittaient le Templo Mayor au centre de la ville pour emprunter la chaussée d'Iztapalapa jusqu'au Huixachtlan, aujourd'hui appelé Cerro de la Estrella, dans la municipalité d'Iztapalapa. Iztapasalsa para los cuates. Là, ils allumaient le feu nouveau, dont les flammes servaient ensuite à rallumer les maisons et les temples de la ville. Si cette activité n'était pas réalisée, on risquait que les étoiles se transforment en Tsitsimime, des entités redoutables qui descendraient du ciel noir pour anéantir l'humanité. Comme celui-ci, d'autres événements importants avaient lieu tout au long de l'année à Tenochtitlan, régis, comme je vous l'ai dit, par le Tonalpowali, le calendrier rituel, comme la fête de Panquetzalitzli, qui honorait Huitzilopochtli, le dieu qui leur avait indiqué où construire la ville de Tenochtitlan. Vous vous souvenez? Savez-vous quand on fêtait la Panquetzalitzli? Lors du solstice d'hiver. Une autre fête était le Wei Micahuitl, grande fête des morts, et le Mikhail Huitlontli, petite fête des morts, dédiée à honorer les défunts. Des fêtes qui présentent certains éléments rappelant l'actuel jour des morts mexicains, comme offrir des aliments par exemple. Mais en quoi croyaient les habitants de cette ville? À Tenochtitlan, on croyait en un panthéon de divinités très vaste et complexe à comprendre pleinement. Toutes ces forces n'étaient pas indépendantes, elles étaient interconnectées. Chaque entité n'avait de sens qu'en relation avec une autre entité. Tout était lié. Le noir et le blanc, la vie et la mort, le jour et la nuit, le bien et le mal. Dans leur cosmovision, tout avait une responsabilité pour maintenir le cours de la vie. Pour donner un exemple clé de cette dualité, parlons de la divinité primordiale mexica, le seigneur et la dame de la complémentarité, Ometeotl, les deux divinités. Une force qui est composée de Ometecuhtli, des deux l'homme, et Omecihuatl, des deux la femme. Ometecuhtli représentait les plaisirs, les joies, la bienveillance et l'oisiveté. Omecihuatl incarnait les étoiles, la fertilité et la vivification. Les deux sont égaux en essence et en grandeur, en pouvoir. En tout quoi. Cette divinité duale porte également le nom de Moyokoyani, celui ou celle qui s'invente lui-même ou elle-même. Les Mexicas ne voyaient pas leur dieu sous le concept d'omnipotence capable de tout, mais plutôt comme des forces ou entités qui pouvaient être brutalement féroces, mais aussi bienveillantes et surtout imparfaites, car elles dépendaient des humains pour subsister. Ici, la religion mexica se distingue grandement par exemple du christianisme, une religion monothéiste où tout le pouvoir repose sur un être qui contrôle tout. De même, contrairement au christianisme dans la religion mexica, des thèmes comme le sexe, l'obscurité, la nuit, la mort ne suscitent ni peur ni culpabilité morale. Ils ont même leur propre représentation qui, comme je l'ai dit, interagissent de manière cyclique et intégrée avec d'autres représentations opposées. La peur ou la culpabilité dans la religion mexica est d'un autre ordre. Ce qu'ils craignent, c'est de rompre l'ordre des choses car le cosmos est fragile. Cette manière de concevoir la vie était d'une certaine façon respectueuse de l'environnement naturel. Parce que non seulement les Mexicas, mais presque toutes les cultures de la région associaient des phénomènes naturels à des dieux spécifiques, ce qui aboutissait à une relation plus équilibrée avec la nature. C'est ainsi que l'on peut comprendre par exemple la relation qu'ils entretenaient avec l'immense lac qui entourait Tenochtitlan. Ils se sont pas battus contre l'eau, ils ont trouvé un accord avec elle et toutes les activités d'exploitation des ressources qu'ils réalisaient suivaient un calendrier rituel dans lequel le dieu ou la déesse qui les représentait leur cédait ses biens, pour ainsi dire, mais toujours à des dates précises et avec des limites. Cette manière de relier un phénomène naturel à un dieu mexica existe encore aujourd'hui de manière complètement désacralisée, mais c'est toujours présent, c'est ce ressort mexica qu'ont certains Mexicains et même certains étrangers qui n'a jamais fait référence à la pluie en l'appelant Tlaloc. Les mêmes de Tlaloc qui abondent sur internet. La pluie, qu'il en envoie peu ou beaucoup, les mêmes sont là et ils sont vraiment très trendy. L'être humain est une pièce clé pour maintenir cet équilibre par ses actions. Mais l'être humain, dans cet ordre des choses, a aussi son revers, controversé, celui des sacrifices humains. Oui, les Mexicas pratiquaient les sacrifices humains,
Et c'est bien documenté, tant par les codex que par les fouilles archéologiques. Mais il faut aussi dire que ce fait a été énormément amplifié de manière sensationnaliste et hypocrite pour justifier la conquête. Vous avez sûrement déjà entendu ce discours selon lequel les Espagnols seraient venus libérer les peuples de la cruelle et barbare pratique des sacrifices. Achis los mariachis. Je crois qu'ici, il faut rétablir la vérité. Est-ce que l'Europe, à cette époque, c'est un lieu idyllique, un lieu paisible? En Europe, on disposait depuis des siècles d'un sombre catalogue d'instruments de torture et de mise à mort. On torturait et brûlait vives des personnes considérées comme hérétiques à la suite de procès où il était très difficile, voire impossible, d'être déclaré innocent. Les femmes accusées de sorcellerie étaient brûlées sur des bûchers, sans parler des exécutions publiques comme les écartèlements, les décapitations ou la roue, qui étaient des spectacles brutaux réalisés sur des places bondées. D'ailleurs, pendant mon séjour en France, j'ai réalisé une vidéo sur l'invention de la guillotine, en expliquant comment cet instrument a été créé pour alléger la boucherie que représentaient les diverses et scandaleuses formes d'exécution en Europe à cette époque. Si vous avez l'estomac solide, vous pourrez la regarder en entier. À Tenochtitlan, on sacrifiait des personnes pour les offrir aux dieux et ainsi maintenir un ordre cosmique. À Paris, Londres ou Madrid, on brûlait ou écartelait aussi des personnes au nom de Dieu pour sauver des âmes et maintenir un ordre moral, voire politique, car on exécutait aussi de manière horrible ceux qui portaient atteinte à un roi. Lequel était le plus sauvage? Vu avec les yeux d'aujourd'hui, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Les deux se valaient. Cela dit, tout comme en Europe, divers historiens ont indiqué que la chasse aux sorcières et aux hérétiques était davantage une mesure politique de soumission qu'une mesure purement religieuse. Des historiens mexicains soulignent la même chose concernant les sacrifices. Au-delà de leur explication rituelle, ils étaient aussi un outil politique d'intimidation qui a permis à l'Empire mexica de s'étendre comme il l'a fait. Tenochtitlan contrôlait environ 300 à 500 villes distribuées dans toute la partie de la Mésoamérique, qui étaient regroupées en à peu près 40 régions tributaires. Ces villes étaient essentiellement soumises de deux manières, par la guerre et par les calpixques, les fonctionnaires chargés de veiller au paiement des tribus. Le cri d'indignation que beaucoup poussent à cause du thème des sacrifices humains se répète pour le thème du cannibalisme. Il existe un récit sans aucune source qui présente cette pratique comme généralisée dans toute la population. Et non, ce n'était pas le cas. Une chose, c'est que ton beau-frère, pro-monarchiste, hispaniste, le disent au dîner de Noël. Et une autre chose, c'est se baser sur les études qu'ont fait des gens qui ont consacré leur carrière à cette culture. Et ce que concluent tous les chercheurs, c'est qu'il s'agissait d'une action sporadique pratiquée uniquement par des prêtres à titre rituel. Difficile à comprendre avec les yeux d'aujourd'hui ? Sans aucun doute. Mais dans ce genre d'indignation, on oublie aussi, par exemple, que les Espagnols de l'époque utilisaient ce qu'on appelait l'onguent d'Indien pour soigner les blessures de guerre. Et qu'est-ce que c'était? De la graisse humaine bouillante. On faisait bouillir des cadavres d'Indiens pour les utiliser comme de la pommade. Et à la même époque où Tenochtitlan tombait, en Europe, on consommait aussi des restes humains comme remède, comme médecine, comme le montre ce reportage de la BBC de Londres. Eh bien, on le sait déjà, quand quelqu'un arrive en disant que l'Europe est venue à civiliser les Aztèques qui étaient des barbares, qui n'avaient pas d'école, qui vivaient dans des cavernes, on fait comme sur l'image. Tiens mon poulquet, et on l'invite à ne pas mentir et à ne pas déformer les faits. Parce que s'il faut critiquer, ok, mais on va critiquer de façon égale. Tenochtitlan a été détruite il y a près de 504 ans, un demi-millénaire. C'est loin. Pourtant, de nombreux vestiges de cette époque ont pu être préservés grâce à l'histoire et à l'anthropologie. Mais il y a aussi beaucoup de traces de la grande Tenochtitlan qu'on peut observer à l'œil nu en se promenant dans les rues de la ville de Mexico aujourd'hui. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo, de la commenter ici en dessous, de la liker, de la partager. Merci pour vos super thanks et merci aussi à ceux qui sont devenus membres de la chaîne, ça fait plaisir. On se voit dans une prochaine vidéo et je vous laisse avec cette vue magnifique.